Salut les réalistes, aujourd'hui du très lourd. Si vous pouviez créer une proposition commerciale personnalisée, tout ça sans rien faire. On va se mettre dans une situation. Vous venez de finir un call avec un prospect. Vous raccrochez. Quelques minutes plus tard, une proposition commerciale personnalisée part automatiquement. J'ai vendu ce système plusieurs dizaines de fois au cours des 2 dernières années. 2000 € l'unité minimum, c'est vraiment le strict minimum. Il y a des fluctuations en fonction de la complexité du système, mais ce système clé en main, c'est minimum 2000 € facilement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez le copier-coller littéralement et faire exactement la même chose. On a ce workflow-là, on va faire une démo tout de suite. Déjà, je vais vous introduire vite fait le sujet, ok? On a ce workflow. Ce workflow, il va envoyer en fait de manière automatique et personnalisée une proposition commerciale, en intégrant également un lien de paiement Stripe, directement accessible dans le mail de votre prospect, ce qui fait que votre prospect, en fait, il va recevoir le document personnalisé. C'est une proposition commerciale / contrat qui va pouvoir directement régler en un clic, concrètement. Et ça, c'est extrêmement efficace. J'en parle dans la communauté, mais c'est la stratégie pour moi la plus efficace quand il s'agit de vendre des automatisations à moins de 5000 € typiquement. Ce workflow, il se base sur 2 sources d'informations principales. On a déjà les sources d'informations qui proviennent d'un formulaire. Ce formulaire, ici, il va permettre de récupérer les informations des clients, de votre client. On va voir tout le détail. Le transcript ID, plusieurs choses. On va faire une démo tout de suite. Et il va récupérer le transcript. Ça, c'est des superbes ronds. Le transcript de votre call. Et on va voir exactement comment vous pouvez mettre ça en place également. C'est-à-dire que vous avez un call avec un prospect. Et suite à ce call, automatiquement, il va pouvoir recevoir une proposition commerciale. Ce call, on appelle ça dans la communauté un discovery call et ça vous permet, c'est la méthode la plus efficace pour closer un prospect. Et sans plus attendre, on va faire une petite démonstration. Vous avez le On From Submission ici, ok? Donc si vous cliquez dessus, vous voyez au passage que mon workflow est actif. Ça veut dire qu'il est en production, ok? Le On From Submission, c'est un trigger dans N8N. Sur une form submission, le form submission dans les triggers, il se trouve juste ici. Et en fait, si vous cliquez dessus, vous avez, vous voyez, un test URL et un production URL. Le test URL, c'est l'URL que vous allez utiliser pour avoir accès à votre formulaire en mode test, c'est-à-dire quand votre workflow n'est pas actif. Donc ça, c'est le test URL. Et le production URL, c'est l'URL que vous allez utiliser quand votre workflow est actif, autrement dit, en production. OK? Donc là, je vais juste supprimer les 2 notes que je viens d'ajouter. On va save et du coup, je vais aller récupérer, comme mon workflow est actif, la production URL. Et vous voyez en fait que vous avez ce formulaire-là. Pour information, ces informations-là, vous pouvez les récupérer de n'importe quel type de formulaire. Vous pouvez les récupérer depuis un formulaire Typeform, depuis d'autres sources d'informations. Là, on part du principe que ces données-là seront reprises directement, seront saisies, soit par vous, soit reprises de manière par d'autres sources d'informations. En tous les cas, on a le nom de la société du client, le numéro sirène du client. Je vais vite, hein, c'est des informations que j'avais déjà tapées. Évidemment, c'est des informations qui sont totalement fausses. Hein. La société du client, Wolverine Enterprises, bien sûr. Le nom du point de contact, c'est Hugh Jackman, c'est Wolverine, bien sûr. L'adresse, on va dire 33 rue Lelin. Je ne sais même pas si elle existe, cette rue. L'email, alors là, il faudrait mettre le vrai email du client. Moi, dans mon cas, je vais mettre mon adresse mail pour la démo. Comme ça, je vais vous montrer comment je vais récupérer directement la proposition commerciale dans ma boîte mail en l'espace de 5 secondes. On verra exactement pour le 5 secondes. Le 5 secondes, c'est le wait node. En gros, là, ça va l'envoyer de manière automatique, mais je vais vous montrer comment vous pouvez ajuster ce wait node, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un buffer d'attente pour, si vous voulez que à la fin de votre call, vous attendez 1 heure ou 2 max. Je recommande pas plus de 2 heures pour que votre prospect reçoive la proposition commerciale, ce qui ajoute une dynamique de comportement humain à ce workflow. Le numéro de téléphone, et ensuite vous avez les informations financières. Ces informations-là peuvent être récupérées également d'une autre manière. On a 3800, bon, on est parti de ce principe-là. Vous allez mettre votre lien de paiement Stripe ici.
En gros, dans la proposition commerciale, je vais vous montrer exactement tout le détail de la proposition commerciale, mais vous avez, si vous voulez, un lien de paiement Stripe et il pourra récupérer soit depuis la propale dans le document, soit directement. Vous avez aussi le lien Stripe que vous mettrez dans le mail. Et donc, s'il est OK, il va pouvoir vous envoyer l'acompte. Généralement, je fonctionne avec une modalité de paiement de 50% upfront, 50% à la livraison. C'est voilà, le mode classique pour ce type de prestation à moins de 5 000 €. Donc là, je suis parti sur ce lien de paiement-là. Et quel est le transcript ID de la conversation? Là, on va voir exactement c'est quoi le transcript ID. Le transcript ID, en fait, on utilise un outil qui s'appelle Fireflies, qui va permettre de faire ce qu'on appelle le call de recording, donc qui va enregistrer le transcript du call que vous avez eu avec votre prospect et qui va permettre du coup d'avoir tout le texte de ce que vous vous êtes dit. Et ce texte sera la source sera l'input, c'est un des inputs principaux pour pouvoir comprendre le contexte, les besoins et pouvoir alimenter notre proposition commerciale. Assez parlé, on clique sur Submit et je vais directement aller dans ma boîte mail. Là, on devrait recevoir normalement dans ma boîte mail le mail. Bon, là, il est en train de travailler forcément, il est en train de générer tout ce qu'il faut. Et là, il vient d'arriver. Cédric, suite à notre échange de ce jour, et si vous cliquez là-dessus, on va agrandir. Salut Hugh, bah c'est Hugh Grant, hein. Hugh Jackman, pardon. Hugh Jackman, salut Hugh. Suite à notre échange de ce jour, j'ai pris le temps de mettre sur pied une proposition adaptée à la résolution du problème dont tu m'as fait part. Trouver le document ci-joint. Si tout est OK pour toi, tu peux valider la proposition en effectuant directement le dépôt de l'acompte ici. Et donc, quand il clique dessus, il arrive sur un lien de paiement Stripe. Moi, j'ai mis un lien de paiement qui est mon lien de paiement pour le coaching d'une heure que je propose. Mais vous aurez évidemment le lien de paiement de votre prestation ou de l'acompte. OK? Donc ça, c'est le mail. Et si vous ouvrez la pièce jointe, vous avez la proposition commerciale, contrat de prestation de service, vous voyez, Wolverine Enterprises. Donc là, le prestataire, c'est nous, enfin, ça sera votre agence prestataire. Et si vous descendez, vous avez le contexte. Contexte et besoins identifiés, le client souhaite développer une solution d'automatisation de réponse. J'ai pris un vrai transcript ID pour que ça soit un peu réaliste. J'ai pas inclus les noms et prénoms simplement des contacts. Mais le use case, c'est un vrai use case. La solution proposée, intitulé, description, détail. Vous avez le planning, vous avez les modalités et vous avez le lien de paiement Stripe également ici. Et vous pouvez également cliquer directement là et vous allez être redirigé vers le même lien Stripe ici. OK? Et donc tout ça, et donc la condition générale particulière, tout ce qu'il y a in scope, out of scope, confidentialité, propriété intellectuelle. Bon, après, vous pouvez évidemment prendre le template que vous voulez, mais en gros, c'est un template qui fonctionne bien et c'est quelque chose que j'utilise. Là, je lève vraiment le capot, je vous montre vraiment tout ce que j'utilise pour que vous puissiez faire la même chose concrètement. Donc, le form submission, en fait, on va passer par toutes les étapes. Toutes les étapes. Déjà, je vais vous décrire les étapes de manière high level. Les étapes de manière high level, c'est quoi? C'est qu'on a déjà, on récupère l'input. L'input, il est sous deux formes. On a l'input de la forme, donc du formulaire qu'on vient de remplir. Le transcript Fireflies sera rempli. Ça me laisse l'occasion maintenant de vous dire ce qu'est Fireflies. Fireflies, c'est tout simplement un outil de call recording, donc qui assiste avec vous au call. C'est une IA, hein. C'est un assistant qui vous permet derrière de récupérer le transcript des calls que vous avez avec vos prospects ou avec, que sais-je, toutes les conférences calls. Vous pouvez utiliser Fireflies pour récupérer le transcript. Ça peut être utile pour générer des comptes rendus de manière automatique, mais là, dans ce cas précis, vous pouvez carrément aller générer une proposition commerciale de manière automatique. En gros, Fireflies, c'est ça. Fireflies.ai. Ok, je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Vous avez une clé API ici que vous allez pouvoir récupérer. Et c'est ça qui vous permet d'interagir avec votre compte Fireflies. Pour information, vous avez aussi la possibilité de faire un webhook, comme vous pouvez voir ici. Donc vous avez cette possibilité de webhook ici, qui est assez utile en gros. C'est-à-dire que dès que si vous venez de finir un call avec un prospect, vous pouvez très bien clocher Transcription Completed, mettre le webhook et du coup le trigger. Un des triggers pourrait être dans votre workflow N8N d'avoir le webhook de la transcription.
Comme ça, dès qu'il y a un transcript qui est prêt, ça génère la proposition commerciale. J'ai pas activé le webhook ici parce que je pense que le use case ne s'y prête pas forcément. Donc ça peut s'y prêter, mais il faudrait faire des filtres derrière, dans le sens où tous les calls que vous avez ne sont pas tous des calls de discovery call avec des prospects. Donc, vous ne voulez pas activer pour 100% des calls ce workflow, vous voulez le faire de manière individualisée. C'est pour ça qu'ici, je suis simplement parti du principe qu'on récupère, si vous voulez, le transcript ID. Pour info, quand vous allez dans vos meetings, vous allez avoir l'ensemble des meetings que vous avez eus et vous avez ici, du coup, cette URL. OK ? Et après le 2 points, en gros, ce numéro-là, c'est votre transcript ID. OK ? Ça, c'est le transcript ID, si vous vous rappelez, qu'on a directement fourni directement dans le formulaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le formulaire, j'ai envie d'avoir toutes les informations qui ne seront pas générées par l'IA et qui sont des informations statiques, soit des informations clients, soit des informations de transcript ID. Et ça vous permet, même pour vous, quand vous montrez et construirez ce workflow, vous pourrez tout simplement vous avez un point de contact là où vous mettez vos variables et après tout le reste est défini de manière automatique, ok, de manière dynamique. Donc c'est ça, je pense que c'est une bonne pratique de manière générale, de définir toutes ces variables assez tôt dans le workflow, d'avoir un point là où on renseigne ces variables et ensuite, dans le reste du workflow, vous n'avez rien à changer, tout tourne de manière automatique parce qu'on est sur des remplissages dynamiques. Donc, comment ça se passe ? Le node get a transcript. Dans le node get a transcript, dans Fireflies ici, et si vous cliquez là-dessus, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Okay ? Pour information, c'est une information importante, le node Firefly, c'est ce qu'ils appellent un community node, c'est-à-dire un nœud communautaire sur N8N, et il n'est disponible que en version self-hosted, c'est-à-dire si vous auto-hébergez. Pour information, si vous voulez la meilleure méthode pour auto-héberger votre instance N8N, je vous invite à rejoindre la communauté School, dans lequel il y a un module spécifique sur la partie self-hosting, comment vous pouvez self-host votre instance N8N et bien d'autres applications également. Donc, jetez-y un œil si vous êtes intéressé. Mais pour revenir à nos boutons, si jamais vous êtes sur la version cloud de N8N, par exemple, vous allez devoir utiliser l'API de N8N. Et du coup, si je zoome un petit peu, il va falloir que vous enleviez ce node Fireflies et il faut que vous mettiez l'HTTP request ici, qui ressemble à ça. Et vous faites simplement une requête API pour aller récupérer le transcript ID. Et d'ailleurs, là, le transcript ID, j'ai mis le numéro de mon transcript, mais si vous le pluguez ici, il faudra que vous récupériez le transcript ID en dynamique. Et on va le voir d'ailleurs tout de suite comment faire. Volontairement, dans cette vidéo, je vais couper juste un minimum. Je veux vraiment vous montrer juste... c'est vraiment le parti pris que je prends dans mes vidéos là, c'est d'être naturel. Au bout d'un moment, vous êtes là pour apprendre. Donc, je pense que vous apprenez aussi dans le calme. On est posé, on bosse ensemble. Ok. Donc, là, j'ai désactivé le workflow. Et du coup, si je désactive le workflow, je vais juste copier l'adresse pour aller donner de l'information et qu'on puisse travailler avec des informations. Pour information juste sur le on-form submission, comment il est composé, vous avez le titre, génération proposition commerciale. Vous avez plusieurs questions. Quel est le nom de la société du client? Quel est le numéro sirène du client? Vous pouvez dire si le champ est obligatoire ou non, etc., etc. Vous pouvez mettre toutes les informations dont vous avez besoin. Là, j'ai mis celle-ci. Je ne sais pas montrer. Vous avez aussi le transcript ID. Du coup, quel est le lien de paiement Stripe? Quel est le transcript ID de la conversation? Et du coup, là, c'est là où vous mettez le transcript ID. Ce qui fait que vous aurez en output de ce form submission le champ transcript ID et ce champ-là, vous allez pouvoir alimenter le HTTP request avec ce champ-là. Pas besoin de répéter. Il faut éviter au max de répéter des informations en dur. Il faut que l'information en dur, elle apparaisse une fois dans le workflow et après que tout soit traité avec des champs dynamiques. Okay, comme ça, si vous voulez changer le transcript ID demain, vous avez juste un point là où vous changez la valeur et pas deux. Sinon, ça c'est la porte ouverte au massacre des workflows, là, clairement. Bref, vu que je suis passé en test, il faut que j'exécute le workflow. Et le fait d'exécuter le workflow, ça veut dire que concrètement, là, le trigger est en listening, c'est-à-dire qu'il écoute les informations qui rentrent. Quand c'est en actif, il est toujours sur écoute et quand il y a une information, ça déclenche le workflow. Quand vous êtes en mode test,
il faut bien appuyer là-dessus. Donc bref, quand vous appuyez là-dessus, ça ouvre du coup ces informations-là et vous allez pouvoir simplement, on va re-rentrer les mêmes, on va pas non plus se prendre la tête. Je reconstruis pas le workflow vraiment depuis le début sur ce workflow spécifique. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations à renseigner. Donc, moi, je vais plutôt prendre celle-là. L'email, je vais rester sur le mien. On va voir de proche en proche, je vais tout vous montrer comment vous allez pouvoir construire ce workflow. Lien de paiement Stripe. Je vous montre pas comment faire un lien de paiement Stripe, mais si quand vous avez Stripe, vous faites vous créez un payment link et vous pouvez mettre le montant que vous voulez avec le descriptif que vous voulez. C'est assez basique, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Ok, là je submit. Encore une fois, hein, le transcript ID, dans mon cas, j'ai pris le transcript ID de ce meeting. Pour vous, il faut que vous mettiez le transcript ID du meeting que vous aurez. Ok. Et donc là, vous voyez que c'est parti. Hein. Il a directement tout envoyé. Je voulais que ça fasse de proche en proche, mais bon, quelque part, c'est pas plus mal que ça fasse comme ça. Ok. Et là, j'ai dû recevoir un mail d'ailleurs. Bref. Pour revenir à nos moutons, si vous cliquez sur On Submission, vous voyez que du coup, tous les champs que vous avez renseignés sont ici. Donc ces champs-là, vous allez pouvoir travailler avec, concrètement. Et c'est ça que je vous disais, là, le transcript ID, il est ici. Donc, dans le node Fireflies, Get a Transcript, moi, je me suis pas pris la tête. Bon, évidemment, il faut vous créer un Fireflies account. Je vous ai montré comment récupérer la clé API. OK. Et le transcript ID, moi, je suis simplement allé récupérer le transcript ID. Ici, j'ai glissé déposé et on est bon. OK. Si vous utilisez le HTTP request, je m'attarde un peu là-dessus parce que c'est important. Voilà, la logique d'API reste quand même un sujet majeur dans les workflows. Dans le HTTP request, si vous allez dans le body, le transcript ID ici, il faudrait que vous enleviez le champ statique, le champ en dur, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire que c'est directement un numéro que vous mettiez, sachant que vous l'avez déjà mis en entrée. Là, il faut récupérer, faire un glisser-déposer si jamais c'était ce node-là qui était à la place du getToTranscript, si ça fait du sens. Ok. Je vais vous montrer autre chose d'ailleurs sur le HTTP request qui peut vous être utile. C'est une petite technique que j'utilise souvent et je pense qu'il peut vous être utile. Vous utilisez un outil tiers et vous ne savez pas comment faire une vraie requête HTTP, entre guillemets, comment utiliser l'API pour aller récupérer l'information que vous voulez en fonction de ce que le service offre. Là, concrètement, vous voyez, quand vous faites un post, vous avez une URL, vous devez envoyer des headers. Donc là, logiquement, les headers, vous voyez que ma clé API, elle est en clair comme ça. On a déjà vu dans une précédente vidéo, mais il faudrait faire une authentification generic credential type, header auth, et ensuite aller créer un nouveau credential avec authorization. Et ensuite, il faudrait que vous mettiez bearer. Là, ça, vous n'allez pas le voir. Bearer, espace et votre clé API. En gros, exactement ce que vous avez là. Le name authorization et ensuite value, bearer, etc. Si vous le faites comme ça, ça vous permettra de ne pas avoir à envoyer les headers. Donc ça, c'est bien. Et puis, ça vous évite aussi d'avoir à ressaisir systématiquement votre clé API quand vous voulez utiliser Fireflies si vous utilisez le node HTTP request. Ceci étant dit, ce que je voulais vous montrer, c'est comment savoir exactement ce qu'il faut mettre dans le JSON, dans le body ici. Ça, c'est pas forcément évident, en fait. Une des techniques, c'est tout simplement d'aller taper Fireflies Documentation API dans Google et vous allez arriver sur ce site-là, donc les docs de Fireflies. Et si vous recherchez un peu, vous voyez comment faire une query. Vous voyez le type de curl que vous avez. Donc, a priori, c'est Content Type Application JSON. Bon, voilà, c'est bearer your API key. Vous pouvez vous en sortir comme ça. Mais une des meilleures façons, pour moi, c'est tout simplement d'aller dans Perplexity et d'aller lui dire « Salut mon ami, j'ai une question, j'utilise fireflies.ai qui génère des transcripts d'une conversation téléphonique. J'ai le transcript ID. J'aimerais, en utilisant l'API de Fireflies, récupérer le contenu entier du transcript. Merci de me donner
meilleure façon de faire. Le curl, en fait, en gros, on a envie d'avoir le curl. Vous avez ça, si vous faites Go, en toute logique, il va vous sortir directement les bonnes informations. Vous voyez, il vous donne directement le curl ici. Donc en fait, ce que vous avez juste à faire, c'est de faire copier-coller. Vous copiez le curl. Ça, on peut fermer. Et là, vous pouvez juste faire un import du curl, le coller, l'importer, et automatiquement, il vous renseigne tous les bons éléments. Là, vous pouvez vous dire, là, il a écrasé ce que j'avais fait avant. Je vais vous montrer exactement sur un nouveau HTTP request, sinon vous n'allez pas me croire. Si je fais HTTP request et j'importe le curl, tout de suite, il me renseigne bien les éléments dans les bons champs. Vous voyez, URL, vous avez juste à récupérer votre clé API et votre transcript ID. Et automatiquement, il va vous générer en output le transcript ID qui va bien. OK? Pour information, je vais même le tester de manière individuelle pour vous montrer que ça fonctionne. Ah ouais, du coup, vu que j'ai réinjecté, il va falloir que je récupère ma clé API. Si vous patientez 2 petites secondes, boum. J'effacerai cette clé API juste après le call, Enfin, juste après le call, juste après la vidéo. Le transcript ID. Là, je vais le mettre en dur parce que ce node n'est pas connecté au reste du workflow. C'est juste pour vous montrer la puissance du truc. OK. Et là, si vous exécutez, vous voyez qu'automatiquement, il vous sort bien tout le transcript. Et c'est exactement l'équivalent de ce que vous avez si vous regardez l'output de getToTranscript. J'aurais dû pin les data parce que du coup, là, je vais pin la data dans celui-là. Pin la data, c'est ça. Vous pouvez aussi utiliser simplement le P quand vous cliquez sur le node. Et vous avez ce petit élément ici qui montre que les données sont pinées, c'est-à-dire sont fixées. Du coup, c'est un peu chiant parce que là, il faut que je réexécute le workflow. Je vais le faire de proche en proche du coup ici pour vous montrer vraiment de proche en proche comment ça se passe. Donc là, je vais exécuter la step d'avant. Donc là, il est en train d'écouter. Je vais remettre tout. Hugh Jackman. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de X-Men ou pas. Et si oui, quel est votre X-Men préféré? C'est vraiment un gros débat. Là, je précise le taux de TVA au cas où, si vous avez une société à l'étranger ou autre, vous n'êtes pas forcément sur un 20% à chaque fois. OK, donc là, on submit. Encore une fois. Donc là, voilà, j'ai pin ces data là. Et donc là, si j'exécute ce node-là, et si je vais regarder ce qu'il a sorti, vous allez voir que, du coup, la sortie ici est exactement la même que l'output que vous aviez en faisant l'appel API, OK? OK, donc je vais supprimer celui-là. Et du coup, on va continuer. Du coup, là, on a récupéré le transcript. On est sur la première étape. L'étape majeure dans toute automatisation, c'est vraiment récupérer la data. Une fois qu'on a la data, on peut travailler. Mais bon, souvent, c'est le bas qui blesse, c'est vraiment récupérer la data. Première étape, done. Donc, première étape, effectuée. Là, on va attaquer la deuxième étape. Deuxième étape, c'est le traitement et la transformation de l'input pour donner l'output souhaité. Donc là, on est vraiment sur, on va attaquer le cerveau en fait de l'automatisation. Déjà, dans le traitement et la transformation de l'input, on a un node code. Pourquoi? Ce node code, il va servir en fait à traiter tout ce marasme de données. Il y a beaucoup de données qui sont totalement inutiles, dont on n'a pas besoin. En fait, ce qu'on veut, c'est récupérer les textes, vous voyez? On a le raw text. En fait, c'est même juste le champ texte ici. On a envie d'avoir le champ texte et aussi les speakers qui parlent. Pour savoir si on a juste le texte sans savoir qui parle, ça va pas le faire. Ce qu'on veut, c'est d'avoir juste un champ texte, donc une big string, en fait, une chaîne de caractères énorme, qui dit Cédric,
ce que je dis, prospect, 2 points, ce que le prospect dit, etc. C'est ça qu'on veut, mais au sein d'un champ texte. Comme ça, ce champ texte va servir d'input à l'IA pour justement retravailler et sortir ce qu'on veut. Donc, ce node code, c'est exactement à ça qui sert. En gros, je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Concrètement, vous pouvez reprendre ça. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Donc là, il récupère le speaker et chaque phrase pour aller fournir du coup un output qui ressemble à ça. Vous voyez, vous avez du coup un seul champ full text. Si on va sur schéma, vous voyez, vous avez un seul champ full text qui contient tout le transcript. Donc ça, c'est extrêmement utile. Je vais pin les data au fur et à mesure. Et là, on attaque le principal, c'est-à-dire le cerveau de l'automatisation qui va finalement nous servir à plusieurs choses. Avant d'aller voir ça, je vais vous montrer le template de proposition commerciale que j'utilise pour vous montrer un peu là où on veut aller. Je pense que c'est important de savoir là où on veut aller. Si vous voulez, le template que j'utilise ressemble à ça. Vous avez simplement une page de garde avec proposition commerciale et contrat de prestation de service, date de la proposition, valable jusqu'à quand, donc vous avez une date de validité, la référence, client avec plusieurs informations du client, prestataire, a priori c'est vous, donc c'est votre agence. All right. Et vous voyez plusieurs choses. Donc vous avez des champs fixes et vous avez des champs variables. Les champs variables, c'est tous les champs qui sont entre les deux accolades. Vous voyez, tous ces champs variables, c'est ces champs qui vont être alimentés de manière dynamique avec le workflow. Et vous avez du coup contexte besoin identifié. Donc en fait, c'est vraiment un truc très basique que j'utilise au niveau du format. Concrètement, encore une fois, c'est une proposition commerciale et un contrat de prestation de service. Ce qui fait que ça couvre à la fois, je vous propose, ça évite en fait les allers-retours concrètement. J'envoie voilà, la logique classique en fait, même dans les boîtes de conseil. J'ai travaillé beaucoup dans les grosses sociétés de conseil au début de ma carrière. C'est vraiment, on envoie une proposition commerciale, le client dit OK, le client demande même des ajustements, vous renvoyez une V2, une fois qu'on est OK, on envoie un contrat, une fois qu'on est OK sur le contrat, on va payer. Bon, tout ça, c'est des allers-retours. Plus vous avez d'allers-retours dans une interaction avec un prospect, plus vous avez ce qu'on appelle de la friction et vous allez perdre des leads bêtement. Cette technique-là, le fait d'envoyer directement une proposition avec tout le détail de la proposition, plus des éléments de légalité, plus un lien de paiement qui lui permet directement de lancer la prestation, ça, c'est vraiment le game changer qui fait que vous limitez les échanges. Et vous avez le discovery call, 1 heure après, il reçoit la proposition commerciale, il est en capacité de payer direct et vous pouvez lancer même la prestation dès le lendemain, quoi, ou dès le jour même. Voyez, donc ça, c'est le gros avantage. Donc, la structure, elle est basique. Contexte. Donc ça, c'est votre contexte. Ça, c'est le contexte qu'on a discuté. C'est les besoins que vous avez exprimés. C'est surtout les pain points qu'on a identifiés. OK, il y a un problème. Et du coup, la deuxième partie, ça va être la solution qu'on propose avec un intitulé, une description high level et du détail sur ce qu'on propose. Le planning, les étapes jalons clés, ça, je l'ai mis en fixe parce que après ça, vous pouvez évidemment l'ajuster, mais en gros, moi, je fonctionne toujours comme ça. Vous avez le paiement initial qui est 50% d'acompte. Donc là, le lien Stripe correspond au montant de 50% de la totalité, OK. Vous avez ensuite une session d'onboarding. Je mets d'1 à 2 heures, mais en réalité, c'est plus 30 minutes à 1 heure en fonction de la complexité du projet. Et donc, du coup, pendant cette session d'onboarding, je récupère toutes les informations dont j'ai besoin pour être autonome sur le développement du projet. Et ensuite, du coup, phase de réalisation autonome. Et livraison finale. Et à la livraison finale, bon, s'il est OK, il me paye les 50% restants. OK. Ensuite, il y a une partie financière avec le lien de paiement Stripe que j'inclus ici. Les conditions générales et particulières, donc toutes les activités qui sont au périmètre de la prestation, toutes les activités qui sont hors du périmètre de la prestation, et certains éléments de légalité, de propriété intellectuelle, etc. Ça, vous pouvez ajuster à votre guise. Des cas de force majeure, tout ça. Validation et signature. Là, ce que je précise simplement, c'est que pour accepter cette proposition, vous procédez au paiement de l'acompte via le lien ci-dessous. Après validation de la proposition et réception du paiement d'acompte, la mission débute. OK. En fait, je précise, voilà, paiement avant valant acceptation. Ça, c'est juste une clause que je mets. Bon, ça, c'est un peu border si vous êtes sur vraiment des gros projets. Moi, je propose pour des missions en dessous de 5 000 € de fonctionner comme ça. Pour des missions plus de 5 000 €,
fonctionner avec une vraie signature contrat. Voilà, je parlerai juste après des possibilités de professionnalisation de ce type de document pour vraiment avoir une signature en bonne et due forme, etc. Pour légalement, en fait, concrètement, si un paiement vaut acceptation de l'offre. Mais le fait de rajouter une clause qui dit que la réception du paiement d'acompte ou du paiement total par le client vaut l'acceptation ferme de l'offre et signature du présent contrat, voilà, ça c'est une chose qui est utile et qui évite les casse-têtes. Si vous êtes sur une prestation de moins de 5 000 €, ça fait largement l'affaire. OK? Et donc là, je récupère le lien de paiement Stripe également et je dis: «Vous pouvez me contacter ici». Donc en fait, vous voyez, tout au long du document, vous avez pas mal de variables avec des accolades. OK? Toutes ces variables seront des champs qui vont être définis. Donc tous les champs ici, client, prestataire, tout ça, c'est des champs qu'on a renseignés directement dès le formulaire. Pour la partie prestataire, ça, on le définit plus tard dans le workflow. Il faudra que vous changiez ici les informations si vous voulez forcément proposer une proposition avec votre nom d'agence. Pareil pour les dates, les dates de validité. Ça, on va voir, mais c'est des choses qui sont faites de manière automatique avec des formules sur Annuiten tout simplement. Et on a donc ces champs fixes, on a renseigné via le formulaire, et des champs qui ont été retravaillés avec le transcript, comme le contexte, la solution proposée, tous ces champs-là, et tout ce qui est périmètre, hors périmètre, tous ces champs-là sont travaillés par l'IA, et c'est tout l'objet. C'est pour ça que je voulais juste passer 3 secondes sur le template de proposition commerciale. C'est que tous ces champs-là sont l'objet du cerveau transcript ici. En gros, ce que va faire notre cerveau, il va aller nous sortir tous ces champs de manière dynamique. Là, si j'exécute, de manière automatique plutôt. Donc, vous voyez que vous avez en output le contexte des besoins, le nom de la prestation, description bref prestation, détail prestation, le périmètre, hors périmètre. Donc, en gros, automatiquement, il vous génère un JSON avec tous ces champs-là. OK ? En gros, ce qu'on lui dit, c'est quoi ? Donc là, j'ai utilisé ChatGPT 4o, latest. Vous pouvez utiliser Anthropic si vous voulez. Je suis allé au plus simple. Et pour moi, pour le coup, pour ce type de demande, OpenAI est plutôt pas mal. Donc là, je lui dis simplement: tu es assistant utile et professionnel. Ton rôle est de prendre la transcript d'une conversation téléphonique et d'extraire les éléments nécessaires pour enseigner les champs demandés. Le format d'output sera en JSON. OK. Si tu n'as pas d'informations basées sur le transcript, laisse le champ vide. Pour les autres informations, utilise la capacité de déduction pour enseigner les champs directement. Et si tu as directement l'information, blablabla. Excusez-moi. Et du coup, je lui dis, l'output sera généré selon le format JSON suivant. Donc là, voilà, c'est là où je lui force finalement l'output. Là, en fait, ce node-là, c'est tout simplement un node message model. On va voir ça tout de suite. Et donc, je lui dis, c'est ça le format d'output. Et comment renseigner chaque champ. Contexte besoin, il faut que tu reformules basé sur blablabla. Je lui donne un peu les guidelines sur comment renseigner les champs. Et ensuite, je dis, voilà, le transcript est le suivant. Et vous allez reprendre simplement le full text de l'output du node code juste avant. OK ? Et pour information, je coche ici quand même le toggle output content as JSON pour forcer le fait que ce soit bien du JSON comme demandé. Right ? Donc en gros, voilà le cerveau de l'automatisation. Et en gros, le cerveau de l'automatisation, c'est tout simplement un node message model. Donc là, si vous allez taper tout simplement, enfin vous allez carrément sur AI, vous pouvez directement aller sur OpenAI ici. OK ? Et vous pouvez dire message model. Du coup là, on a fini l'étape 2. Étape 2, done. Alright ? Maintenant, on va passer à l'étape 3, mapping des données. Donc ça, c'est quelque chose d'assez potentiellement fastidieux ou un peu chiant concrètement. Il y a un petit point technique que j'aimerais voir avec vous, c'est que à la base, je voulais moi juste créer un seul champ edit field où en gros je prépare ce qui va être en input du Google Doc en fait, ce qui va être vraiment les champs à remplacer dans le Google Doc. Donc en fait, à la base ici j'avais mis tous les champs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là je suis sur un edit field en mode JSON. Alors pour information, je vais un peu dans le détail. Alors pour ceux qui sont avancés, si je donne trop de détails, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si j'en donne pas assez, n'hésite pas à me le dire également. J'aime bien vraiment tout couvrir et essayer de donner le max de détails possible. Donc n'hésitez pas à me dire si je vais trop dans le détail et j'essaierai d'être un peu plus succinct
dans les prochaines vidéos. Mais juste dans les edit fields, ça vous permet en fait de définir des champs. Donc vous pouvez dire, là, enfin vous avez un champ 1, le string, vous pouvez définir le type de champ que c'est et vous lui affectez un nom, ok? Donc ça, c'est le manual mapping. Vous pouvez ajouter plusieurs champs comme ça, voilà, ok? Mais vous avez une autre façon de faire qui est le JSON, ou autrement dit, là, voilà, si j'exécute celui-là, je vais pas exécuter parce que ça risque d'unpin, ça risque de faire chier au niveau des autres data. J'ai pas trop envie que ça, d'avoir à tout réexécuter. Ça devrait pas, mais je vais pas prendre le risque. Mais en gros, là, le fait de faire JSON, ça veut dire qu'en output, vous aurez field 1 value, field 2 1. Ok, donc ça, c'est un format number. Je vais pas dans le détail, mais en gros, c'est l'équivalent du manual mapping. Enfin, c'est équivalent à une chose près. C'est que vous ne pouvez pas faire d'opération dynamique sur un format JSON. Ok, c'est pour ça que, rappelez-vous, hein, sur votre template, vous avez des champs date notamment, juste un bon exemple. Et le champ date, c'est une expression dynamique N8N, right? Cette expression dynamique, elle ne fonctionnera pas sur un JSON. Vous savez quoi? Je vais vous faire la démo parce que j'aime pas ne pas faire de démo, j'aime bien prouver ce que je dis. Donc, on va ajouter le setNode et juste vous montrer rapidement ce que j'entends par là. J'essaie à chaque fois, au-delà du caractère business du workflow qui est très utile, je pense. Vraiment, je pense que c'est vraiment un must-have, hein, ce type d'automatisation dans votre arsenal. Vous partagez quelques points techniques importants. Si je mets d'abord en manual mapping, je vais ajouter un champ date et je vais ajouter l'expression la plus basique, hein, sur N8N, qui est tout simplement la fonction now. Le now, vous voyez que automatiquement, il me sort ça. Donc je peux exécuter, hein, les steps. Vous voyez qu'automatiquement, vous avez un champ date avec la date. Vous vous embêtez pas avec le format, on peut reformater ça, mais c'est juste pour vous montrer ce que je veux dire. Ça, c'est le format N8N si vous mettez juste now. Nous, je vais vous montrer une méthode pour reformater ça au bon format que vous voulez, quoi. Mais du coup, ça, c'est la méthode manual mapping. Si vous prenez simplement ça, c'est un string, hein, donc il faut le mettre entre guillemets, hein, d'accord? Dans un JSON. Vous mettez dans le JSON l'équivalent. Donc on va enlever le fil 2, on s'en fout. Si je mets now, ici, je vais mettre date. En théorie, ça devrait me sortir la même chose. Mais vous allez voir que ça va pas le faire. Ok, ça me sort now. Ça veut dire que ça n'a pas compris, ça n'a pas pris le champ dynamique N8N. Par contre, si je dis 2025 08 07, j'exécute, là, il va bien sortir ce que je veux. Ok, tout ça pour vous dire que voilà, pour les expressions dynamiques, il faut faire du manual mapping. Ok, et c'est pour ça. J'explique vraiment tout le détail, hein, mais c'est pour ça que j'ai procédé en 2 étapes ici, avec un edit field où j'ai manual. Vous avez le petit manual ici qui veut dire que c'est du manual mapping et le petit row ici qui veut dire que c'est un JSON. Dans le manual, typiquement, j'ai mis tous les champs qui ont besoin d'expressions dynamiques pour être enseignés. Date proposition, où là j'ai dit la date, je veux que ça soit now, to format, dd, YY. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le format jour, mois, année. Okay, donc là, typiquement 7 août 2025. Okay. La date validité, je l'ai définie comme telle, comme suit, c'est que c'est la date jusqu'à laquelle l'offre est valable. Il faut toujours avoir, quand vous faites une proposition, il faut toujours avoir une date d'expiration de cette proposition. Moi, par défaut, je la mets à plus 7 jours. Okay. Autrement dit, c'est pas trop court, mais c'est pas trop long non plus. Je veux pas non plus que ça dure 40 ans. Donc, je mets 7 jours. 7 jours de validité. Donc là, je fais juste un plus 7. Donc là, vous faites now plus day 7 et ensuite tout format. Et ça vous donne 14 août dans cet exemple ici. Okay. La référence, par défaut, je lui dis, je veux que ça soit propre comme et que ça soit now to format. Donc là, en fait, en gros, je veux propre comme la date et ensuite, je veux que ça me donne les 4 premières lettres du client en uppercase, c'est-à-dire en majuscule. Propre comme ça, j'ai tous les documents en proposition commerciale sont alignés et triés par défaut. Le fait d'avoir le format, donc ça c'est vraiment ça c'est école conseil PwC, etc. Toujours trié avec l'année d'abord, le mois ensuite et le jour ensuite. Pourquoi? Parce que au moins vous allez filtrer sur les propositions commerciales de chaque jour. Elles seront groupées en même temps. Et si jamais vous avez plusieurs clients le même jour ou plusieurs propositions commerciales le même jour, il faut ajouter un sigle qui représente ce client-là. Donc là, moi, j'ai pris un sigle. Vous pouvez prendre si vous avez
un CRM avec un numéro pour chacun de vos clients. Vous pouvez mettre cet identifiant ici, là. J'ai dû interrompre l'enregistrement car j'avais plusieurs meetings juste avant. Donc là, je reprends l'enregistrement. On va finir ce workflow. Donc là, on avait le mapping des données où on a fini cette étape-là qui consiste à mapper toutes les dates propositions, date validité, référence. Donc la référence, hein, on a vu que j'ai pris cette norme-là avec le fameux sigle VOLV. On avait cette formule-là où en gros, je fais propre comme cette expression-là, now to format YYYMMDD qui permet du coup d'avoir les années, le mois et le jour. Et ensuite, cette petite formule qui consiste à dire je prends le nom de la société du client. Le nom de la société du client, c'est Wolverine Enterprise ici. Et avec le slice 04, en gros, je prends simplement les 4 premiers caractères du nom de l'entreprise, donc la Volve dans ce cas-là, et je le mets en majuscule. Donc c'est ça que ça fait ici. Donc c'est pour ça on voit ici Propcom 2025-08-08 Volve. OK. Et ensuite j'ai juste fait du 1 pour 1 sur le nom client société où je suis allé chercher en fait toutes les le nom du client, l'adresse du client, le SIREN du client, le numéro de TVA intracommunautaire, le nom du contact et l'adresse du client. Et l'email également, et le tel. Il y a beaucoup d'infos en fait. Et tout ce qui est montant hors taxe, taux de TVA, montant TTC. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est vraiment du 1 pour 1. C'est juste pour éviter, si vous voulez, d'avoir à chaque fois une question en fait. Là, c'est le nom du champ. Quel est le nom de la société du client? J'ai pas envie que ça soit le nom de mon champ. Je veux que le nom de mon champ, ça soit tout simplement nom client. OK? Donc c'est non client société ici. Donc c'est pour ça que je fais ça. C'est un réflexe, hein, c'est pour mapper ça de manière un peu plus clean, et c'est pas voilà, éviter autant que possible d'avoir des points d'interrogation, tout ça dans vos champs. Voilà, c'est un peu plus clean de l'avoir ça sous ce format-là. Comme on l'a dit, hein, ce premier champ, c'était simplement aussi pour les champs date notamment, où il y a des expressions dynamiques et où on a vu que le JSON, si on le met en JSON, on peut pas avoir les champs dynamiques. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un premier champ, un premier node set, set field, où je définis des champs, mais je le fais en manuel pour avoir les expressions dynamiques. Et du coup, ensuite, j'ai mis un deuxième champ set field où là, je vais simplement mapper en 1 pour 1 la date proposition, où je vais simplement prendre la date proposition du node d'avant, et là, il y a pas de souci parce que là, du coup, il y a pas d'expression dynamique, on est simplement sur du mapping 1 pour 1, OK? Donc là, on voit que c'est pas forcément utile, vous pouvez vous poser la question, hein, de pourquoi il y a, date proposition sur le champ d'avant, date proposition ici. J'aime bien avoir autant que possible tout listé sous un champ, set field pour avoir tous les champs proprement là et ensuite je peux les mapper sur le Google Doc. C'est ça l'idée. C'est possible de le faire simplement avec les champs fixes, donc les noms du client, nom du prestataire, date de proposition, date de validité, etc. Tout ce qui est montant financier également, mais tout ce qui est champ créé par l'IA, qui vont être typiquement le contexte, si on reprend, hein, le contexte besoin, le nom prestation, description bref, etc., etc. Ça, je le garde ici pour une raison simple, c'est que on a des tirets, on a des retours à la ligne, et du coup, si je fais du 1 pour 1, si j'essaie de mapper du 1 pour 1 ici, si je crée un field, j'aurais pu créer un champ contexte besoin, contexte par exemple, où je vais chercher le contexte ici, je vais le mapper en veillant bien à le mettre entre guillemets parce qu'on est sur un string. String, c'est une chaîne de caractères. Ici, le truc, c'est que si je fais ça, bah là pour le contexte, ça va marcher. C'est un mauvais exemple. Mais si je prends le champ, un champ avec des tirets, le détail prestation par exemple, je vais juste mettre détail. Si je fais ça, en fait, vous voyez que là, vous avez comme champ, en fait, détail avec, entre guillemets, des tirets, des, anti-slash, des retours à la ligne, et cetera. Ça va mal être perçu. En gros, si j'exécute, là, je vais pas le faire parce que j'ai toutes les données qui ont bien été générées, donc j'ai pas envie de régénérer le workflow depuis le début. Mais bon, sachez que ça ne va pas marcher parce que le JSON ne sera pas valide. OK? Donc c'est pour ça que tous les champs
que j'appelle fixes, c'est-à-dire sans retour à la ligne ou sans vraiment, qui sont pas vraiment des longs textes, qui sont plus des champs, des single line text entre guillemets, c'est-à-dire des champs qui tiennent sur une ligne. Ces champs-là, je les mets tous dans ce node là, donc c'est le edit field qui centralise tous ces champs. Par contre, toutes les données, contexte, détail prestation, périmètre, hors périmètre, etc., ça, je les garde simplement en output de ce champ-là et j'irai les mapper directement à partir de ce node-là. OK? On va voir ça tout de suite. Donc là, le mapping des données, c'est fini. Ça, c'est done. Maintenant, on va passer à la duplication du template Google Doc. Pourquoi duplication du template Google Doc? Je vous explique rapidement. En fait, dans make.com, si vous rappelez, ou peut-être si vous ne le savez pas, il y a un module, et bon, c'est une exception hein, de préciser que make.com fait mieux certaines choses que N8N, mais là, pour ce cas particulier, c'est le cas. C'est-à-dire que on a un template, vous avez compris, on a un template et ce qu'on va vouloir faire, c'est aller remplacer les champs variables par les champs qu'on vient de générer et qui correspondent au call qu'on a eu avec notre prospect, right? Make.com permet de faire ça, permet de créer un document depuis un template. Autrement dit, avec le module Create Document from Template dans Make, vous pouvez directement aller récupérer le template et aller mapper les champs qui vont bien. Automatiquement, il va reprendre tous les champs variables. On aura juste à mapper les champs variables avec les données qu'on veut et ça va créer un nouveau document. Donc, ça ne va pas toucher au template original. Okay, ça, on n'a pas cet équivalent exact dans N8N, mais on a un workaround qui fonctionne très bien et je vais vous montrer de quoi il s'agit tout de suite. En fait, le workaround, ça consiste simplement à faire plusieurs choses. Donc déjà, on voit ici qu'on a un node document ID où j'ai simplement ici mis les identifiants des documents. Le G Drive Template ID, ça c'est l'identifiant de notre template. Donc là, on a un template de proposition commerciale. L'ID, en fait, du template, c'est ce champ-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après le D/, vous voyez que vous avez un grand champ entre les deux slash. Ça, c'est l'identifiant de votre document. OK? Donc là, en fait, si vous reprenez ce champ-là, donc vous aurez un template dans votre Google Drive. Donc, il faudra bien que vous preniez le numéro de template ici et que vous alliez directement le remplacer ici. Là, j'ai mis le mien ici. OK? Et j'ai mis également un G Drive Folder ID Destination qui consiste à... alors, pour le champ d'après, bon, je vous explique rapidement hein, la logique ici. Hein. Au lieu de create document from template, donc de créer un nouveau document depuis un template, l'idée, ça va être simplement de copier le template existant, donc de créer un nouveau document en le renommant. Donc, c'est tout l'intérêt du node ici. Et ensuite, d'aller l'updater. Et tout l'update va être fait en remplaçant justement, en mappant les champs variables avec les champs personnalisés pour ce cas particulier. L'intérêt de mettre le G Drive Folder ID Destination ici, c'est-à-dire que si jamais vous voulez copier le fichier dans un nouveau dossier, vous pouvez le mentionner ici. Vous ouvrez votre node copy file et vous voyez que dans votre node copy file, donc là, c'est un copie d'un fichier. Il va vous demander quel fichier vous voulez. Donc là, il faut préciser l'identifiant du fichier. Donc c'est pour ça que je recommande toujours de faire file. Vous voyez, vous avez plusieurs manières. Vous pouvez soit faire from list, by URL ou by ID. Moi, j'aime bien faire le by ID parce que l'identifiant, il ne bouge pas, il est fixe. Donc, moi, c'est une bonne pratique que je recommande. Là, l'ID, du coup, correspond au G Drive Template ID. Ça, c'est l'identifiant de notre document template. OK? Là, le fait de le copier, ça va copier ce template, comme je viens de le préciser. Et je le nomme selon la nomenclature qui est l'équivalent, en fait, de la référence qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, je prends exactement la même formule où je prends en fait la référence qu'on a vue dans le champ Edit Field. On a la référence, donc j'ai simplement pris la référence et la référence devient le nom de notre nouveau fichier basé sur le template, mais qui sera le fichier de proposition commerciale qui va être mis à jour dans le node juste après. Et vous avez ici un toggle copy in the same folder. Par défaut, s'il est actif, il va copier le template dans le même dossier. En gros, moi, si je prends mon dossier ici, vous voyez que j'ai le template qui a été copié dans le même dossier proposition commerciale que le template. Donc là, toutes mes nouvelles propositions commerciales seront copiées ici.
il est possible que vous vouliez le copier dans un document, dans un dossier, projet ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez très bien juste décocher le copy in the same folder ici. Donc là, from list, c'est my drive. Et ensuite, vous pouvez simplement aller by ID. Et là, vous mettrez tout simplement le G Drive folder ID destination. OK? Le folder ID destination, là, je suis sur un dossier proposition commerciale. C'est cet identifiant ici. Quand vous êtes sur un dossier, vous aurez folder / quelque chose. Ce qu'il y a après le quelque chose, c'est l'identifiant de votre dossier. OK? Donc moi, je vais copier dans le même dossier. J'ai régénéré le workflow, hein. Donc là, on a bien le nom proposition commerciale, etc. qui a été généré. Là, vous voyez que j'en ai plusieurs parce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai fait plusieurs générations de workflow. Vous en aurez qu'un seul a priori. Et du coup, si vous l'ouvrez, bah moi, il va être rempli à ce niveau-là. Il va déjà être renseigné avec les bons champs parce que le workflow c'est terminé. Mais si vous générez les nodes les uns à la suite des autres, le fait de le copier, ça va simplement copier le template. Donc normalement, vous aurez exactement cet équivalent, ce fichier-là, mais simplement renommé avec le bon nom. OK? Ça, c'est le node copy file ici. Ensuite, vous avez le node update document. Donc le node copy file, hein, pour information. Vous allez rechercher G Drive, Google Drive, et vous avez le node copy file juste ici. Donc une fois que le copy file est créé, il va vous falloir updater, donc mettre à jour le document. Là, on est sur un node Google Doc, update document. Je vais vous montrer exactement comment le récupérer. C'est très simple. Donc vous avez votre connexion Google, hein, bien sûr, effectuée. Et là, il va simplement updater le document ayant l'identifiant suivant. Donc l'identifiant c'est l'output du node copy file. En fait, quand le node copy file va copier le fichier et vous donne en output l'identifiant du nouveau fichier. Donc ça, c'est l'identifiant du nouveau fichier. OK? Et vous voyez que j'ai remplacé tous les champs. Donc là, c'est ça l'intérêt. Donc là, c'est un peu fastidieux, hein. En gros, tous les champs variables du template, date proposition, date validité, tous les champs, je vais les mapper avec les bons champs. Donc en gros, comme on a vu, hein, tous les champs, date proposition, tous les champs fixes, entre guillemets, sont directement, vous les reprendre directement depuis le node edit field. OK? On a l'ensemble des champs ici. Pour information, hein, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est au niveau du champ edit field que vous pouvez remplacer votre nom de société. C'est-à-dire que si vous avez une société, une agence, tous les noms de prestataires, entreprise, sirène, tous les champs correspondant à votre société sont à modifier. Là, j'ai mis en dur les informations me concernant. Vous aurez quelque chose d'autre ici, a priori. OK? Tous les champs commençant par prestataire. Donc, tous les dates validité, référence, proposition, etc. Là, je passe vite, hein, mais en gros, il faut juste tout mapper. C'est à chaque fois, l'objet, c'est un texte. L'action, c'est de trouver le texte et de le remplacer. Il y a un petit trick, un petit détail à avoir, c'est que quand vous allez copier-coller par défaut le champ avec les deux accolades, par défaut, il va se mettre en expression, il va croire que c'est une expression, il faut bien le remettre en fixed parce que c'est bien juste la string, donc la chaîne de caractères avec les deux accolades qu'on va remplacer de manière totale. Les deux accolades ici nous permettent de visualiser facilement les variables au sein du document template. Donc client address, ok, boum boum boum, et prestataire, non prestation, et du coup par exemple le description bref prestation, celui-là sort directement du cerveau transcript, comme je vous disais. Dans le edit field, on a tous les champs qui n'ont pas été travaillés par l'IA, et dans tous les champs qui ont été travaillés par l'IA, on va choper simplement l'output du node cerveau transcript, exactement. Donc, description, bref, prestation, là, vous allez simplement faire un glisser-déposer de ça. OK? Pareil pour l'ensemble des champs qui sortent du node cerveau transcript. Détail prestation, le montant acheté, tout ça, c'est champ fixe. Et vous avez également le périmètre hors périmètre. Périmètre ici, hors périmètre. OK? Une fois que vous avez ça, il va dire qu'il a mis à jour le document. Et donc, du coup, à partir de là, à la fin de l'étape 4, vous avez bien, du coup, votre Google Doc qui a été créé, personnalisé. Donc, votre proposition commerciale est prête. On est bon pour la partie 4. On avance, les amis. On avance. Maintenant,
j'ai rajouté juste un petit node ici. Ce node, j'aurais pu le mettre avant. Là, en fait, concrètement, je vous remontre rapidement le Form Submission. Vous voyez que vous avez le point de contact du client, Hugh Jackman. Ok, donc là, c'est prénom et nom. Je vous conseille d'avoir un champ prénom et un champ nom séparés. Comme ça, vous n'aurez pas besoin, a priori, d'ajouter ce node ici. L'objectif simple de ce node-là, on peut pas passer 3 heures, c'est simplement d'avoir Hugh en sortie. Pour faire ça, je lui dis simplement extrait le prénom depuis le nom complet suivant. Je lui donne en input le nom du client, donc le nom du point de contact, boum, ok, et je lui dis de ne donner que le prénom en output, aucun autre texte, aucun. Donc là, je le force à vraiment donner que Hugh, parce que si je dis salut et qu'il n'y a pas que Hugh, ça va pas le faire. L'idée, hein, vous avez compris, c'est simplement d'aller personnaliser le mail qu'on va envoyer à notre prospect, avec en pièce jointe la proposition commerciale PDF. Donc là, c'est simplement à ça que sert ce node-là. Si on attaque maintenant la partie 5 de notre workflow, dernière partie les amis, on a fait le plus dur hein, concrètement. Là, l'idée, ça va être simplement de faire un download de file pour aller downloader, pour aller télécharger le Google Doc qui est prêt, il est là, il est prêt, il est personnalisé, il faut le télécharger en PDF pour aller derrière le shooter par mail. Ok. Donc là, on a plusieurs nodes. En fait, on a le node download de file qui peut être aller simplement récupérer en faisant G Drive, faites Google Drive, vous allez voir download de file ici. Vous allez arriver sur quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, vous téléchargez un fichier, il va vous dire, c'est assez basique, hein, il va vous dire quel fichier. Moi, je fonctionne toujours par ID, ou en tout cas le maximum dès que je peux. Quel fichier tu souhaites reprendre? Le fichier qu'on souhaite reprendre, c'est l'output du node update document. L'output nous a donné le document ID, donc l'identifiant du document généré ou updaté. C'est cet ID-là qu'il faut reprendre. Donc là, vous faites simplement glisser-déposer ici. Et vous précisez bien dans les options d'aller télécharger en PDF. Vous pouvez télécharger en HTML, en OpenOffice Document. Vous avez plusieurs formats d'export. Nous, on veut vraiment aller télécharger ça en PDF. Une fois que vous exécutez ce node-là, donc moi, le workflow téléchargé, donc j'ai déjà les outputs ici, vous allez avoir un node, un output data qui correspond au nom suivant avec l'extension PDF, ok? On peut le télécharger également ici, et vous pourrez le visualiser directement depuis votre workflow Anytime si ça vous chante. Avant d'arriver sur l'envoi d'email, je veux passer juste 3 secondes sur le module wait. Le module wait, c'est quoi? C'est simplement un buffer, en fait, hein, concrètement. C'est simplement un buffer qui vous dit au workflow, qui dit d'attendre un temps imparti. Vous pouvez lui dire d'attendre, là pour l'exemple, pour la démo, je lui dis d'attendre 5 secondes parce qu'on n'allait pas attendre 1 heure avant que je reçois le mail. Mais en gros, là, vous pouvez vraiment gérer le temps d'attente que vous voulez. Moi, ce que je recommande, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est d'attendre de 1 à 2 heures. Je ne recommande pas moins d'1 heure et pas forcément plus de 2 heures à compter de la fin de votre discovery call avec votre prospect pour simuler un comportement humain. Généralement, c'est quelque chose qui est pas mal parce que voilà, le prospect verra que vous êtes réactif et verra que vous avez pris aussi le temps de vous poser, d'analyser bien la solution que vous allez lui proposer, donc de prendre en considération ses besoins, ses requirements et de faire une solution sur mesure pour lui. Donc ça va être apprécié. Pour ça, vous avez simplement besoin de modifier. Si vous voulez 1 heure, vous mettez heure et vous mettez 1. Si vous voulez 2 heures, vous mettez heure, vous mettez 2. Si vous voulez 1 heure et demie, vous pouvez mettre minutes et 90 minutes par exemple. Vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Donc, une fois qu'on a le wait node ici, on passe au dernier node de cette automatisation, c'est le node send message qui, si je l'ouvre, déjà avant de l'ouvrir, je vous montre simplement comment vous pouvez y accéder. Vous allez donc dans votre petit, vous pouvez directement faire send message, vous pouvez aller sur Gmail. Et là, vous aurez le node send message ici. Ok. Si vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver sur le node exact qu'on a juste là. Donc là, si on clique dessus, ce node-là, il faut vraiment, là, c'est une longue vidéo, donc félicitations si vous êtes déjà ici, mais là, il y a des points de détail assez importants et que je vous recommande vraiment d'être vigilant sur certains points de détail qui vous serviront même sur d'autres automatisations de manière générale parce que c'est le node Gmail, c'est quand même un node qui sert énormément. Donc là, on a notre connexion à Gmail, c'est un message qu'on envoie, donc jusque-là, pas de surprise, ok. On envoie à qui? On envoie au node client email. Rappelez-vous, tous les champs fixes, ce que j'ai appelé fixe, c'est pas forcément la bonne terminologie, mais sont listés dans le champ edit field, là où on a centralisé tous les champs qui ne sont pas des champs générés par l'IA. C'est
l'email du client. Donc là, c'est client email ici. Vous faites glisser-déposer là, ok? Ça, c'est pour le tout. Donc, c'est l'adresse de destination, l'adresse mail de destination. Au niveau du subject, c'est-à-dire l'objet de votre mail, là, j'ai mis suite à notre échange. Ah, je sais plus parler là. Suite à notre échange de ce jour, vous pouvez mettre l'objet que vous voulez. Hein, c'est un exemple. Mettez-le à votre sauce. Hein, mettez votre personnalité dedans au maximum. Le type d'email, c'est de l'HTML. Ça, c'est un point important. Et le contenu de l'email, c'est un contenu qui ressemble à ça. Et là, il y a certains points intéressants. J'ai salut le prénom. Et là, du coup, le node juste avant, qui consistait à extraire le prénom, c'est là que ça devient utile, c'est que je vais reprendre simplement le content. Le champ content contient le prénom du coup de mon contact. Si vous n'avez pas ce node-là parce que vous avez bien, vous êtes plus smart que ce que j'ai fait ici, vous avez bien un champ prénom, un champ nom, vous aurez juste à mapper le champ prénom directement de votre form submission, ok. Moi, dans mon cas, je le map avec ce node ici. Donc je dis salut, donc Hugh. Suite à notre échange de ce jour, j'ai pris le temps de mettre sur pied une proposition adaptée à la résolution du problème dont tu m'as fait part. J'aime bien ce type de mail. Là, je vous donne vraiment, je lève le capot parce que j'aime ce type de formulation. C'est des formulations assez casual et qui font pas trop pompeux. Et voilà, je pense que c'est un peu le pain point de la majorité des consultants de manière générale et spécifiquement dans cette industrie, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'aspects pompeux, c'est du généré par l'IA mais mal. Voilà, là j'aime vraiment ce type de formulation. Après ça va avec votre personnalité, il faut vraiment que ça colle avec aussi l'interaction que vous avez eue avec votre prospect pendant le discovery call. Si jamais vous ne l'avez pas tutoyé, vous n'allez pas commencer à lui dire hey, salut, comment tu vas, etc. Non, il faut que ça matche votre interaction avec le prospect, mais généralement, moi, du point de vue général, voilà, généralement les discovery calls se passent bien et je vais vers le tutoiement assez rapidement. Ça dépend, mais majoritairement, c'est ça. Donc en bref, là, ce que je voulais voir avec vous, c'est le point ici. En fait, tu trouveras le document 6 juin, voilà, si tout est OK pour toi, tu peux valider la proposition en effectuant directement le dépôt de la compte ici, OK? Et là, je lui donne le lien Stripe qu'on a vu tout à l'heure. L'intérêt ici, c'est que, c'est ça aussi l'intérêt du HTML, c'est que vous pouvez très bien afficher le texte, c'est parti, c'est parti, et le lien, donc il y aura un lien hypertexte qui mènera vers ce lien-là, OK? Donc c'est ça le A, href, et cetera, c'est de l'HTML, hein. C'est de l'HTML basique, vous avez pas besoin de savoir coder, mais juste les petits trucs de base comme ça, c'est pas mal d'être un peu sharp là-dessus. Et donc du coup là, le href, ça vient tout simplement du edit field. Ici, lien paiement Stripe, ok, vous le glissez déposer. Moi là, je l'ai pris même du lien Edit Field One parce que j'avais fait des mappings en chaîne qui n'ont aucun intérêt. Hein. Là concrètement, voilà, là il y a aucun intérêt. Bon, ça va pas manger trop de pain. Quand il faut, on peut toujours plus optimiser d'automatisation. L'idée, c'est une fois que ça fonctionne, il faut savoir s'arrêter, dire ok, ça marche, let's go, next. On peut toujours faire mieux, aller plus fine-tuner. Mais quand ça marche, que l'output est bon, correspond à ce qu'on veut, généralement c'est pas mal. Si ça va pas aller chercher des tokens, là ça bouffe pas de tokens, donc on s'en fout un peu. Ok. Et donc là, il aura bien c'est parti avec le lien hypertexte et quand il cliquera dessus, c'est comme la démo qu'on a fait en début de vidéo, il arrivera sur le lien Stripe directement. Et ce lien Stripe, il peut également y accéder directement depuis le fichier. Et ce fichier-là, justement, on va le mettre en attachment. Donc là, il y a plusieurs petits points de détail qui vous serviront même pour d'autres automatisations. C'est que là, on a on a le append. Alors, quand on a vous pouvez add option. Là, il y en a plusieurs options. Add option, vous pouvez mettre des copies cachées, des copies, vous pouvez faire plusieurs choses. Moi, j'ai activé 3 options ici sur cette automatisation. On a l'option append anytime attribution. Si vous ne cliquez pas sur add option, par défaut, il laisse ça à OK. Donc, ça veut dire que si vous envoyez un mail, automatiquement, vous aurez this message was sent with N810 ou N810, etc. Donc, en gros, ça vous crame sur le fait que vous avez généré ça de manière automatique. Donc, ce que vous ne voulez pas forcément si vous voulez avoir une simulation de comportement humain. Donc, pensez bien à désactiver ce toggle. Ça, c'est super important. Très important. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est un attachment. L'attachment, par défaut, quand vous allez faire add attachment, il va mettre le champ data. Et le champ data correspond tout simplement, si je me mets en JSON, si je vais chercher
le node download a file, on voit que le binary file, c'est le champ data. Donc là, si vous mettez data, il va comprendre qu'il faut reprendre le PDF que vous avez généré avant le node wait. OK? Donc ça, c'est important aussi. Et dernière option que je trouve pratique, là, c'est un petit type personnel. Vous pouvez ajouter un sender name, entre guillemets. Ça vous permet de contrôler ce que voit le prospect. Donc, il va recevoir un mail avec le nom Cédric. Vous pouvez mettre prénom, nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous ne le mettez pas, par défaut, a priori, ça va être calqué sur les settings de votre boîte Gmail. Mais pour sécuriser le truc, moi j'aime bien avoir le full contrôle ici et mettre le sender name, donc forcer mon prénom. Comme ça, je sais très bien ce que voit le prospect. OK? Donc là, c'est le send message. Une fois que vous avez ça, vous envoyez le message et comme on a vu en début vidéo, vous recevez le mail et du coup, le prospect reçoit le mail et en capacité de lire la propale, de prendre son temps. La durée de validité de la propale est de 7 jours, donc il a 7 jours pour signer. On verra dans d'autres vidéos comment mettre en place des relances pour pas que vous attendiez les 7 jours. 7 jours, c'est un bon délai. Je recommande ce délai entre le moment où vous envoyez la propale et la date de fin de validité de la propale. OK. Et donc, il pourra cliquer sur le lien Stripe directement depuis le mail ou depuis le PDF que vous lui avez envoyé. OK? Pour cette automatisation, vous avez eu besoin d'un template Google Doc, d'un compte N8N, donc soit en cloud, soit en self-hosted, et d'un compte Fireflies. Tous les liens, si vous voulez créer des comptes, un compte N8N ou un compte Fireflies, je vous mets les liens en description. Je vous mettrai également toutes les informations pour récupérer le workflow complet et également le template Google Doc. OK? Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez des systèmes plus complexes. Donc moi, ce que je recommande, c'est que pour des automatisations en dessous de 5 000 €, je pense que le système et d'expérience, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Pour des automatisations en dessous de 5 000 €, ce système que je vous montre ici est très viable dans le sens où, voilà, le client, voilà, conçoit que s'il fait le paiement de la compte, ça vaut signature. Pour des paiements qui dépasse 5 000 € ou des systèmes plus complexes ou sur demande de votre client, il se peut qu'il vous demande un contrat en bonne et due forme avec une vraie signature électronique, etc. Ça, c'est des systèmes plus complexes. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Je vous montre ça dans la communauté. Tous les systèmes sont déjà clés en main. Vous pouvez directement copier-coller. Donc, si ça vous intéresse d'avoir accès à ces systèmes un peu plus complexes, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera un plaisir de vous voir parmi nous. Si vous faites partie du mindset, car on n'accepte pas tout le monde, évidemment. Il faut vraiment être dans le mindset. Bref, je suis pas là pour faire ma pub. Donc, la signature avec un node dédié, paiement des réceptions. Ça, c'est quelque chose qui est possible avec ces nouveaux outils dédiés directement d'avoir ça. Et c'est l'équivalent de ce qu'on a ici finalement. Le paiement des réceptions, on l'a implémenté dans cette automatisation-là. Donc ça, c'est pas forcément une grosse valeur ajoutée par rapport à ce que vous voyez, ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et la grosse valeur ajoutée, c'est l'intégration dans un CRM. Un CRM, hein, pour information, donc CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc en gros, votre base CRM, concrètement, là, dans le système, on est parti du principe que vous venez d'avoir un discovery call, OK, avec un prospect. Ce prospect, comment vous l'avez acquis? Toute la génération de leads se fait via des canaux, donc LinkedIn, par mail, voilà. Quelle que soit la manière dont vous avez eu votre lead, vous l'avez, il est là, OK? Maintenant, quand vous commencez à avoir un volume intéressant de clients ou de prospects, c'est pas mal de structurer votre gestion CRM pour vraiment savoir exactement quelle action faire et quel lead client est à quel niveau du process, etc. Je m'explique. Si un lead arrive dans votre funnel, vous avez vu le discovery call, coché. Vous pouvez dire envoi de propale, coché. Donc vous mettez à jour les statuts. Le client paye, le lead paye, ce lead devient un client. OK? Donc le client, maintenant, on va passer en mode projet. Donc, toute la partie lead, finalement, ça vous permet de savoir les relances à effectuer. Est-ce que le lead est intéressé? Est-ce que c'est une opportunité? Voilà, il y a plusieurs statuts que vous pouvez gérer. Il y a des niveaux de granularité en fonction des types de CRM et du type d'outils que vous utilisez. Bon, ça, c'est pas le but de la vidéo, mais juste, j'introduis un peu le sujet parce qu'on ira plus loin sur la problématique du CRM dans les prochaines vidéos. Mais le CRM, c'est vraiment
extrêmement important. C'est extrêmement important. Pour commencer, vous pouvez faire le truc à la mano, hein, si vous n'avez pas de clients encore. Voilà, vous pouvez le faire vraiment à la mano. Vous n'allez pas non plus vous compliquer la vie en mettant un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais assez rapidement, dès que vous avez ouais, 5 clients ou 5 leads, je vous recommande même de faire voilà, de commencer sur une base peut-être Google Sheet, Airtable, et ensuite d'aller upscale sur des outils plus professionnels. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a voilà, je vais pas tous les citer, Salesforce, HubSpot, Go High Level, il y en a un paquet. Et on fera quelques focus sur des outils spécifiques d'ailleurs. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que votre client, votre prospect, une fois qu'il a signé, une fois qu'il a envoyé la compte, du coup, la mission débute. Donc, typiquement, ça vous permet aussi, vous, de bien suivre les next steps. Typiquement, il signe, votre mission débute. La prochaine étape, ça va être de planifier avec lui une session d'onboarding, où vous allez récupérer toutes les informations le concernant pour que vous ayez tous les éléments pour attaquer votre projet dans les meilleures dispositions, que vous puissiez développer le système que vous avez promis de développer dans le temps imparti, etc. Voilà, typiquement, l'onboarding, c'est fait. Une fois que l'onboarding est fait, vous pouvez mettre développement en cours. Voilà, donc vous gérez les statuts comme ça dans votre base CRM. Il y a encore d'autres choses que vous pouvez faire dans le CRM, mais en gros, la logique, c'est celle-là, c'est vraiment de gérer votre base de prospects et de clients au mieux. OK? C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'était une longue vidéo. Si vous êtes là, vous pouvez être fiers de vous. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont aller au bout parce que j'ai pas forcément envie de trop faire de cuts sur cette vidéo. Donc, elle va a priori être assez longue. Mais voilà, si vous êtes là, c'est que vous méritez d'être là. Donc félicitations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous êtes là, c'est qu'a priori que vous avez apprécié le contenu. Sinon, vous ne serez même pas arrivé jusqu'à m'entendre dire ces mots-là. Donc voilà, ça me fait plaisir si vous vous abonnez, si ça vous intéresse, bien sûr, hein. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez ne plus jamais me revoir, il n'y a pas de souci. Mais si ça intéresse, n'hésitez pas à faire ça. Il y a du lourd qui arrive, vraiment. Là, je vais faire un focus un peu plus sur des choses, je pense, qui vont vraiment vous intéresser. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et toutes les informations, pour rappel, hein, que ce soit pour rejoindre tous les outils qu'on a utilisés dans cette vidéo, ou pour récupérer le workflow et le template, tout ça est en description de la vidéo, donc jetez un œil si ça vous intéresse. À plus les amis, ciao ciao.